Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode du Backpacker. Je crois que c'est le quatrième épisode, dont il y a eu trois en tête-à-tête aussi. Aujourd'hui, je suis ravi, j'accueille deux femmes, ce qui est assez rare. On avait eu l'année dernière un épisode avec Clara Chapaz et Céline Lazorte qui était justement comment s'entourer des femmes dans la tech. C'était un super épisode qui avait hyper bien marché. Je voudrais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que tous les 15 jours maintenant on alterne entre un format backpack qui est dédié à un sujet. C'est le cas aujourd'hui, solo founder vs co-founder. Et puis des portraits, on va dire un petit peu plus intimistes. La semaine dernière vous étiez nombreux avec Mathieu Stéphanie à découvrir qui est derrière celui qui est le numéro 1 du podcast, 1 million d'écoutes par mois. Et aujourd'hui, deux personnes, vraiment je suis hyper fier de les recevoir. Je vais d'abord commencer par Carole. Salut Carole. Salut. Alors, aujourd'hui, je te reçois, je t'ai reçu, on ne se connaissait pas du tout, je t'ai contacté par Insta et tu m'as répondu au taquet. T'étais, il me semble, avec... France Digital, ouais. Et t'es sorti direct, on s'est appelé, tu m'as dit je suis hyper chaude, ok go Twitch, j'ai jamais fait. J'adore Twitch, okay. J'ai une passion pour cette plateforme et en gros t'étais genre la deuxième, j'ai fait une émission sur Twitch il y a 1 an qui s'appelle Startup OKLM et là tu me disais vas-y on fait un truc sur Twitch, j'ai fait ah j'adore Twitch, go, et voilà. Ok, et écoute, je suis ravi de te recevoir. Alors je te cache pas que j'ai eu un mini burn-out en préparant l'émission en voyant ton parcours, tout ce que tu fais. J'étais, est-ce que c'est vraiment possible de faire tout ça? Là, je vois que tu as sorti un bouquin qui s'appelle Boss Mama, qui cartonne, il me semble. D'ailleurs, je crois que tu fais ce soir, t'en parlais dans tes stories Insta, je te suis maintenant beaucoup, pour présenter ce livre. Est-ce que tu peux te présenter avant que j'introduise justement Isabelle? Merci pour tous ces gentils mots. Je m'appelle Carole, j'ai 39 ans. Je suis la fondatrice de Jujun, qui est une marque que j'ai lancée. On a lancé nos boîtes en même temps avec Issa en 2017. Voilà, on fabrique des produits d'hygiène de soins pour la famille, en gros, des couches pour bébés, des produits de soins pour les enfants, les mamans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Voilà, on se marre beaucoup. Qu'est-ce que je dis d'autre des trucs moi, non, j'ai un enfant qui a 1 an et demi, enfin un peu plus d'1 an et demi, mais donc j'ai fait ma boîte sans avoir d'enfant, ce qui a causé énormément de questions de gens. Mais pourquoi t'as fait cette boîte alors que t'avais pas d'enfant? Question qui est beaucoup trop revenue. Je sais pas si on aurait posé cette question-là à un mec en vrai. Et voilà. Et quoi d'autre J'ai écrit un livre. Mais toi aussi t'as écrit un livre, non? Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, mais le collectif c'est Marcel a écrit un livre. Venturino, qui est notre directeur produit, qui a écrit un livre, Le Guide du Product Management en relation, et coécrit avec 12 CPO voilà, de boîtes comme SNCF, Accor, Le Bon Coin, etc. Enfin bref, ils sont 12, je ne vais pas tous les citer. Mais voilà, ouais, je crois que alors, ça leur a demandé beaucoup de travail, mais toi, tu vas surtout nous parler de ton livre. Je vais d'abord introduire du coup, avant qu'on démarre dans le sujet. En fait, j'ai besoin de vous connaître un peu plus, et c'est pour ça qu'on va prendre 10 minutes, un quart d'heure pour parler de qui vous êtes, parce que je pense que pour parler du sujet solo founder vs co-founder, c'est hyper important de savoir qui vous êtes. Isabelle, je suis ravi aussi de t'accueillir. Tu avais rencontré mon associé il y a, je crois, 1 an. Ouais. Vous aviez fait un déj. Elle m'a dit il faut absolument que tu l'invites dans le Backpacker. Tu as monté une première boîte pendant, je crois, 5 ou 6 ans. Et ensuite, tu t'es lancé avec Joli Moi qui explose. Moi, j'ai l'impression qu'on vous voit partout. Je t'ai déjà un peu présenté, mais vas-y, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Isabelle. Effectivement, Joli Moi c'est ma 2e start-up on en parlera tout à l'heure, mais donc je suis associée à 3 femmes qui sont aussi des serial entrepreneurs, donc on en reparlera. Joli Moi, en fait, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, notre vision, c'est que la recommandation, le social selling, la vente et le conseil par recommandation, c'est le futur du commerce. Ça va remplacer le commerce traditionnel et on est en train de créer la plateforme leader en la matière, avec du coup beaucoup de tech, beaucoup de produits et une communauté incroyable de social sellers avec qui on travaille au quotidien. Voilà, on pourra en parler peut-être un petit peu plus. Et puis moi, à titre perso, voilà, ça fait 10 ans maintenant, un peu plus, que je suis entrepreneur, ça me rajeunit pas. Et j'adore toujours autant ce que je fais. Et vraiment, chaque jour, je me lève avec voilà, l'envie d'aller au bureau, beaucoup de joie et l'envie surtout de disrupter le marché et d'innover. Et c'est ça qui me motive au quotidien. Okay. Et moi, ça fait longtemps que je connais Isa et je voulais quand même le dire parce qu'on fait plein de trucs ensemble, mais en fait, on fait pas de trucs que toutes les deux. C'est rare. C'est vrai. Et il y a très peu de gens qui ont la bienveillance incarnée et la bonne humeur incarnée. C'est-à-dire qu'Isabelle, elle est
tout le temps là, tout le temps présente, elle répond tout le temps aux messages, elle amène tout le temps une énergie ultra positive et je pense que ça se ressent vachement dans Joli Moi, qui est une boîte qui est excessivement positive et bienveillante et c'est très lié et ça se ressent à la communauté des filles, je dis des filles, il y a 98% de meufs dans les stylistes beauté, sont mais tellement bienveillantes, positives, il y a une énergie de malade et voilà, et je voulais profiter de ce moment pour te dire bravo parce que franchement c'est un truc de ouf. C'est cool, ça démarre, ce live démarre avec plein de love dans tous les sens. Ok, bah là vous avez introduit un petit peu vos parcours et qui vous étiez. Moi j'ai une première question alors j'ai plein de questions à vous poser. Tu disais, t'as démarré, toi t'as directement, donc t'avais fait tes études et directement t'as démarré en tant qu'entrepreneuse. T'as jamais été salariée? Ou c'est moi qui me suis mal renseigné, j'ai le sentiment. Non, c'est vrai. Ouais, okay. Si on peut considérer des stages de longue durée comme le salariat, effectivement, j'ai jamais été salariée. Donc j'ai toujours été CEO de ma boîte, en fait, de mes boîtes. Voilà, j'ai fait des stages longs, j'ai fait quand même une année de césure, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai eu l'opportunité d'être dans des grands groupes. J'ai quand même fait des stages assez structurants, effectivement, notamment dans la finance. Et plutôt sur des axes finance et strat. Donc j'ai été j'étais au cabinet de la direction du groupe SFR à l'époque, dans les télécoms, c'était sympa. Et aussi j'étais en M&A chez BNP Paribas, voilà, avec une practice vraiment consumer good, pour le coup, enfin bien de consommation. Et est-ce que c'est ce genre de stage qui incarnait un petit peu peut-être ce que tu imaginais du salariat, où tu t'es dit justement, ah c'est pas pour moi j'ai besoin, voilà, quel était le motif de vouloir créer sa boîte, j'allais dire comme ça, sortie d'études, ce qui est assez rare au final, enfin rare, de moins en moins. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération depuis 4-5 ans qui sort d'études et qui se pose plus la question et qui se dit 50% des promos c'est je vais créer ma boîte, entre guillemets. En 2010, on a à peu près le même âge, globalement. C'était pas, voilà, je sors d'études et hop, je crée ma boîte, c'était pas encore comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça ? Ouais, on peut peut-être remettre aussi un petit peu de contexte sur cette année 2010 qui nous a concernés, nous. Alors, j'ai fait HEC Entrepreneur, donc déjà, effectivement, j'ai postulé pendant cette césure pour une majeure entrepreneuriat. Donc, j'avais déjà une petite idée derrière la tête à ce moment-là. Ce qui est certain, c'est que je suis ressortie de ces deux stages avec beaucoup d'apprentissage, évidemment, mais surtout la conviction que finalement, ce que j'avais envie de faire, c'était la place de mes boss et que ça allait me prendre à peu près 10 à 15 ans pour y arriver. J'ai une grosse capacité de travail, je suis très impliquée, je suis à 100% dans tout ce que je fais et je me suis dit qu'il fallait mieux, que j'avais vraiment envie d'être indépendante. La liberté, c'est quelque chose de très fort pour moi et surtout d'être en capacité de prendre des décisions rapidement, et c'est ça qui m'a motivée. Et c'est vrai que quand je regardais un petit peu les gens au-dessus de moi dans ces boîtes-là, ça me paraissait trop long, ça me paraissait trop strict comme parcours, et c'est aussi ça qui a, disons, confirmé mon envie d'entreprendre. Ok, pas envie de demander la permission, pas envie d'attendre, envie d'y aller à fond. Ouais, puis envie de pousser des idées innovantes, de changer les choses. Moi, ce qui me motive depuis toujours en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment d'aller faire les choses différemment, d'apporter de l'innovation, du mieux sur le marché. Et j'avais le sentiment que dans des grands groupes et dans ce cadre-là, j'allais peut-être y arriver moins vite et un peu moins à ma manière. Et c'est aussi un moteur très puissant aujourd'hui dans mon quotidien. Ok, trop cool. Alors vous avez toutes les deux monté 2 entreprises. Je repasse à toi, Carole. Alors toi, c'est ce que je disais en intro. J'ai regardé ton parcours. On peut te voir aussi bien en tant qu'actrice dans Taken 3 que doctorante, prof. Alors je crois que c'était en littérature sur les auteurs américains. Ouais, j'ai une thèse de littérature américaine, ouais. Que de créer une première boîte, justement, ce qui effectivement, tu le disais, c'était déjà un petit peu dans l'univers de la maternité, un réseau social pour femmes enceintes, ou qui devenait maman. Ouais. Toutes les deux, est-ce que quand vous avez monté votre entreprise, la première, il y a eu une démarche de se dire, tiens, est-ce que j'y vais seule ou je m'entoure pour démarrer cette première expérience ? Moi, je ne suis pas allée seule sur la première. Et c'est pour ça que je suis allée seule sur celle d'après. Parce que mais j'avais un gros complexe d'infériorité et sentiment d'imposture sur ma première boîte, parce que j'ai une thèse de littérature. La raison pour laquelle je monte une boîte, elle est assez marrante, parce que en fait, donc à ce moment-là, je suis prof à la fac et en même temps, je suis comédienne. Je fais beaucoup de théâtre. Je fais un peu de films, notamment le fameux Taken 3, mais je fais surtout beaucoup de théâtre. Et j'ai un gros accident de cheval où, en gros, mon bras est coupé en deux et je me retrouve complètement immobilisée.
Et à ce moment-là, j'ai un casting pour un gros film américain à Paris. J'ai aucun mérite, c'est juste je parle anglais couramment, je coûte moins cher que de faire venir une actrice des États-Unis, et je suis là et c'est plus facile. Donc je passe le casting et je me rends compte qu'en fait je n'arrive pas à bouger, mon corps est complètement est trop marqué par l'accident et mon bras est collé à mon corps et tout, mon casting est pourri. Et là je me dis je pourrais plus jamais être comédienne. En même temps je suis enfermée chez moi avant l'heure puisque c'était avant le Covid, mais j'avais interdiction de prendre les transports en commun. J'étais prof donc je gagnais très peu ma vie, et puis bon, comédien, tu gagnes pas énormément d'argent non plus. Et je me retrouve enfermée chez moi à pas savoir quoi faire, à péter un peu un câble en me disant mais c'est pas possible, faut que je fasse quelque chose. Et là je me rappelle d'une idée que j'avais eue à l'époque, parce que des idées j'en ai plein, parce que ça la création c'est un truc qui m'anime beaucoup. Et j'en avais parlé à des copines qui avaient fait HEC qui elles m'avaient dit ouais franchement les trucs famille, parents on s'en tape. Et ouais. Et je me dis tu sais pas faire, apprends. Donc j'ai pris à la bibliothèque plein de bouquins sur la création d'entreprise. J'ai lu énormément de bouquins. J'ai compris qu'il fallait faire un business plan. C'était genre une mini-thèse qui explique pourquoi, quand, comment, quoi, qu'est-ce. Il fallait faire un Excel. Heureusement, j'étais bonne en maths. Je fais partie des anciens générations bac littéraire, spécialité maths. On devait être 12 en France. Je fais partie de ces 12 personnes. Et donc, en fait, je monte ma boîte un peu un peu par hasard, comme ça, et sur le peu d'acquis que j'ai, Et évidemment, je ne sais pas faire de la tech. Donc la première chose que je me dis, c'est tu sais faire la recherche, parce que ça c'est facile à faire, tu sais faire ça. Par contre, tu sais pas du tout faire un site, une app, un truc. Donc va chercher un associé pour faire ça. Et à ce moment-là, je vais à l'ancien Nouma où tu avais des soirées, pitch ma boîte pour rencontrer un associé machin. Bon, j'ai pas beaucoup de qualité, mais je sais mettre de l'énergie et puis j'aime bien ficeler les trucs. Donc je viens pour pitcher ce truc-là. Et je rencontre un gars qui est en train d'avoir un divorce assez compliqué, pour qui le projet lui parle, et en fait on se dit on va lancer cette boîte ensemble. Et évidemment ça se passe très mal, et juste après la sortie du produit qui s'est pas très très bien passé, alors, dans l'histoire, je vais dire, on décide de se séparer. C'est pas vrai, je lui explique qu'il faut qu'il s'en aille. Et ça se finit comme ça, d'une manière assez dommage, assez triste. Mais j'apprends à ce moment-là que c'est le cas de 97% des startups. Il y a énormément de startups, d'associations qui se terminent soit en intégralité, soit sur une personne, une personne ou deux personnes de l'association, pour plein de raisons, parfois qui sont très bonnes, parfois qui sont très mauvaises, mais c'est à l'image de la vie, On reste pas tous en couple toute notre vie avec tous les gens avec qui on a été en couple une fois. Dans une boîte, c'est un peu pareil. Ok. Donc là, en gros, pour résumer, toi, t'es parti avec une personne, il te manquait une expertise, ouais. Et tu connaissais pas vraiment cette personne, vous êtes un peu associés sans réellement vous connaître. Tu prends quelques mois quand même, tu te dis pas tiens vas-y deviens mon associé, tu prends quelques mois pour voir si tu te corresponds machin, mais c'est comme tout, c'est comme les 3 premiers mois de ta relation avec quelqu'un, c'est le feu, c'est les flammes, tu t'adores, tu trouves ça génial, tu es parti en vacances ensemble, présenter les parents, et puis en fait après la vie arrive tu te rends compte que y a des trucs qui fonctionnent pas, et voilà, et c'est très humain, il y a beaucoup d'humains dans une boîte. Ok, donc première expérience toi en gros qui n'est pas concluante, et on le verra juste après dans ton rôle qui symbolise aujourd'hui, j'allais dire, le côté solo founder, mais c'est ça. Ok. Et toi, du coup, Isabelle, quand tu sors, est-ce que tu te dis j'y vais solo ou tu te dis forcément il me faut quelqu'un? Pour ma première boîte? Ouais. Bon, alors moi ça se fait pour le coup peut-être pas par hasard, mais en tout cas j'ai créé ma première boîte, j'étais encore étudiante, donc à ce moment-là je suis à HEC et mon associé je l'ai rencontré en soirée, donc c'était pas un rendez-vous formel, voilà. En tout cas je connaissais Grégory de soirée, il était en master à HEC et il est pharmacien, okay. Donc on se croise et là dans le cadre d'HEC Entrepreneur on a la chance de pouvoir bosser sur son propre projet, et puis j'ai une idée et à ce moment-là Greg, donc parce que pour redonner du contexte par rapport à tu disais tout à l'heure les lancements en 2010 et les gens qui lancent aussi sans forcément être salariés, c'est qu'à l'époque c'était quand même la crise et il y avait quelque part, nous on a été la majeure, la promo HEC, la promo d'HEC Entrepreneur qui a eu plus de 30% de ses étudiants, on était 90 qui ont créé des boîtes en fait à la sortie, ce qui était une stat si tu veux exceptionnelle. Et pourquoi? Parce que le contexte économique de l'époque, si on revient, ça commence à dater
arrêté, mais voilà, ça allait pas très très bien sur les marchés. Moi, je me rappelle qu'on allait taquiner la majeure finance en leur disant que voilà, l'avenir c'était l'entrepreneuriat, parce que bon, eux, ça allait être compliqué. Bon, c'était pas très sympa, mais voilà, il y a eu une petite guéguerre rigolote entre eux et nous. Et donc, nous, on a créé. Et Grégory, à ce moment-là, dans la mouvance de ce contexte économique, venait de se faire licencier. Et il n'avait rien à faire, et je lui ai dit, écoute, plutôt que de te tourner les pouces, tu sais ce que tu vas faire, on va bosser ensemble sur le projet. Et puis de toute manière, on savait pas, moi je savais pas à ce moment-là si on allait lancer ou pas. Donc on a bossé ensemble, on a créé Dermance, qui est devenue ma première start-up, ensemble, et on s'était dit, écoute, on le fait, et puis on verra bien à la fin si on a vraiment envie de le lancer ou pas. Et puis à la fin, c'était quand même plusieurs mois de travail intense plus tard, on s'est dit, allez, go, et on s'est lancé ensemble. Et c'est là où on s'est associés. Mais disons que ça s'est fait un peu naturellement et qu'au départ, c'était juste un projet, quoi. Okay. C'était pas forcément une boîte dès le départ. Ok. Alors, ça c'était parfait, j'allais dire, pour positionner un peu les choses. Donc là, aujourd'hui, on a un public qui fait partie généralement de la tech. On va avoir des product managers, des gens qui font de la tech. On a aussi globalement des futurs entrepreneurs, des gens qui nous suivent parce que le backpack avait pour but de donner des clés aux gens pour se lancer. J'allais dire, je fais un petit focus sur moi, je parle de moi, c'est-à-dire que nous, quand on a créé la boîte en 2018, il y a eu quand même une vraie réflexion autour de comment on s'associe, comment on le fait. Et donc nous, notre histoire, elle est, j'allais dire, elle est assez facile dans le sens où on avait travaillé ensemble, on se connaissait, on avait bossé pendant 3-4 ans ensemble avec Marine et Julien que vous avez rencontrés juste avant. Et donc du coup, au moment où on a dit ok, on se lance, entre le moment où tu te dis go et puis il y a toute la mécanique de pacte d'associés, les parts, la perspective, les perspectives de vie, on en parlait avant de est-ce que ça va pas être la vitesse d'évolution de la boîte, les compétences, enfin tu te heurtes, je trouve, à plein de questions que beaucoup de gens se posent. En préparant un peu l'interview et en allant voir à droite à gauche des gens qui veulent monter leur boîte, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de questions. Donc le but aujourd'hui, c'est de répondre à toutes ces interrogations. Alors ce sera pas très structuré, ce sera de manière un peu pêle-mêle, mais globalement, on a plein de scénarios. Il y a les gens qui sont solo et qui vont s'entourer, entre guillemets, de cofondateurs, un peu pour to fill the gap. Il y a beaucoup de trucs dans TechCrunch c'est parce que tu as besoin de compétences, un petit peu comme tu le disais. Tu vas avoir beaucoup de cofounders qui d'un coup vont devenir solo founders parce que globalement, en gros, l'histoire de la boîte, l'histoire des cofounders n'est pas la même. Et puis tu as des gens qui démarrent en mode solo founder et qui restent solo founder, etc. Enfin, il y a plein de cas. Moi, ce que je voudrais avoir de votre part là pour votre nouvelle boîte, entre guillemets, c'est au moment où tu décides de t'associer ou pas t'associer, qu'est-ce qui vous a fait peur? Moi, je vous dis, ce qui m'avait fait peur de ne pas m'associer, à l'inverse, parce que j'avais peur de ne pas être assez bon tout seul pour me lancer. Et je pense que moi, personnellement, j'avais besoin d'avoir des gens autour de moi pour célébrer, j'allais dire, les victoires. Imaginez le premier bise, imaginez la première affaire, le premier recrutement, pas me sentir seul. J'avais peur de la solitude. Vous, de votre côté, si on raisonne par l'inverse, qu'est-ce qui vous faisait peur de, toi, te réassocier et qu'est-ce qui te faisait peur, toi, de pas te dire je vais pas avoir de cofondateur? Ah, donc moi, alors, c'est hyper facile. Moi, je ne voulais plus être pieds et poings liés avec les mauvaises personnes. Parce que l'equity, les parts dans une boîte, c'est pas des bonbons, quoi. C'est pas tu les donnes, tu les reprends. S'associer avec quelqu'un, c'est partager. Et c'est pour ça que généralement, les associations souvent sont à des parts plus ou moins égales, donc les fameux 49, 51, etc. Mais tu partages la charge mentale, tu partages la quantité de travail. Et donc, en fait, si tu as en face de toi quelqu'un qui ne travaille pas avec la même célérité, la même qualité, le même commitment que toi, ça devient très vite pesant. C'est exactement la même chose dans tes relations personnelles ou dans tes relations intimes. S'il y a une personne qui est vraiment beaucoup trop moteur par rapport à l'autre, ça crée un énorme décalage et le décalage crée de la frustration. Et donc, moi, j'avais aucune envie de m'associer pour ces raisons-là.
Fait de me dire, on partage l'equity, donc on partage les emmerdes, donc on partage les joies, en effet. Mais il faut quand même être honnête, une start-up, même si ça réussit, c'est de plus en plus de problèmes. Et les problèmes sont de plus en plus gros. La bonne nouvelle, c'est qu'on est de mieux en mieux armés à les gérer. Donc aujourd'hui, quels que soient les gros problèmes qu'on va avoir, on est vachement mieux équipés, il y a plus d'équipes, il y a plus de gens. Et pour moi, le fait de ne pas être associé à quelqu'un, c'était pas très grave, puisque quoi qu'il arrive, tu peux former une équipe. Après, c'est une question d'argent, c'est une question d'attribution, mais je trouvais que le fait de dire, parce que j'ai pas les moyens, c'est ce que j'avais fait sur ma première boîte, parce que j'ai pas les moyens de payer quelqu'un, je vais l'associer, c'est une mauvaise réponse à une mauvaise question. À mon sens, tu dois t'associer avec quelqu'un avec qui tu partages de manière viscérale et fondamentale les valeurs, les missions de la boîte, parce qu'en fait, c'est ça qui va être capable de te faire progresser, de faire en sorte que ta courbe, ton inflexion, ta courbe de progression humaine sera équivalente à celle de la boîte, parce que c'est un challenge constant de se réinventer tout le temps, d'être capable d'assumer les différentes étapes. Il y a l'étape de création qui est une étape très tout feu tout flamme, on peut faire tout ce qu'on veut. L'étape de structuration qui est vachement plus chiante, et il y a des gens, ça les intéresse pas. Les étapes de levée de fonds, on peut être bon à ça, on peut être mauvais à ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'étapes différentes qui correspondent à vraiment un skill set très très unique à chaque fois, et c'est un vrai job. Donc il faut vraiment pas vouloir s'associer pour de mauvaises raisons qui sont typiquement ce que j'ai fait sur ma première boîte, pallier à des manques. C'est comme de dire en fait je me suis mise en couple avec quelqu'un parce que je me sentais seule et je voulais quelqu'un pour changer l'ampoule. Non, tu te mets en couple avec quelqu'un parce que t'es fou amoureux d'une personne et pas parce que la personne elle peut changer une ampoule. C'est assez marrant, je note que ça fait plusieurs fois que tu fais le parallèle entre non mais des relations intimes, ce soit amoureuses, amicales, etc. Je pense, là, le but, c'est d'essayer de tirer un petit peu ce qu'on n'arrive pas à tirer des meet-up classiques, le fait d'être sur Twitch. J'ai le sentiment que les gens sous-estiment parfois la relation que tu peux avoir avec tes cofondateurs, où effectivement, c'est placé à un niveau assez haut. Je dis pas que c'est la même chose que la famille ou l'amour, etc. J'irai pas jusqu'à là, mais ça devient des relations hyper fortes sur lesquelles tu peux, ça peut faire les montagnes russes, c'est-à-dire que tu peux être à la fois hyper déçu, comme hyper fier, etc. Et en fait, tu l'as dit, c'est si ta boîte grossit, les problèmes arrivent. Et en fait, les problèmes, c'est comme dans une relation, je pense, comme tu disais, amoureuse, amicale, etc. Les problèmes viennent un peu stresser l'équilibre. Mais c'est marrant que tu le mettes aussi fort en avant, ce côté un peu passion que tu peux avoir avec la personne en face, quoi. Parce que c'est pas le même, c'est pas aussi important, je suis d'accord. Ta famille c'est très différent, mais par contre les ressorts humains sont les mêmes. Et en fait c'est un peu la même chose quand tu regardes ta gestion managériale avec ton équipe. À la fin, le droit social c'est de la gestion d'humain. Donc la capacité à comprendre, à appréhender les émotions de l'autre, les niveaux d'humilité que tu dois avoir, que tu n'as peut-être pas envie d'avoir à ce moment-là de ta vie. Il y a énormément de facteurs humains, parce que ce qui fait que tu es capable de défoncer ton plafond de verre, c'est en effet tes compétences, mais aussi ta volonté, ta capacité à te remettre en question. Donc on touche vraiment sur des choses qui sont très 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 humaines, et on a souvent tendance à ne pas penser à ça et plutôt à penser aux compétences. Sauf que dans ta vie perso, tu te dis pas tiens je vais être amie avec cette personne parce qu'elle a telle compétence, telle compétence, telle compétence. Tu te dis je vais être amie avec cette personne parce que je la trouve cool. Mais à la fin de la fin, et j'irai même plus loin, moi je choisis mes investisseurs comme ça, parce que mes investisseurs c'est des gens qui sont là pour 5 à 7 ans. Donc en fait, si on ne s'entend pas d'un point de vue valeur et que juste la seule chose qui m'intéresse c'est leurs compétences, c'est-à-dire la taille de leur chèque, en fait pendant 5 à 7 ans, je vis un enfer. Et c'est pas ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai choisi des gens parce que le projet il était clair, c'était très value oriented. Tu viens parce que ça te plaît, ne viens pas parce que ce que tu veux c'est juste mettre un chèque. Parce que des gens qui ont voulu mettre des chèques, il y en a eu plein. Et j'ai toujours choisi que les gens qui voulaient en effet mettre un chèque, mais apporter autre chose, un set de valeurs. Et on parle pas assez souvent de ça. Pourtant, je pense que maintenant, surtout dans le monde post-Covid, c'est devenu essentiel, à la fois pour les équipes, mais à la fois pour les co-dirigeants. Ok, hyper intéressant. Toi, de ton côté, du coup, autre histoire, deuxième entreprise, vous êtes 4. En plus, je pense que c'est assez rare pour le ciné. 4 femmes,
C'est assez rare dans notre... Unique. Non, c'est vrai, c'est assez rare. Non, c'est vrai, il n'y a personne. Ouais, j'allais dire, déjà quand il y a une femme qui est dans les associés, j'allais dire, malheureusement, on en parlait dans l'émission avec Clara Chapaz. Il n'y avait pas encore les stats de Sista qui étaient sortis à l'époque. Ouais. D'ailleurs, 2% des startups qui sont dans des équipes 100% féminines, c'est 2% des fonds VC dans le monde qui ont des équipes 100% féminines. Donc, c'est très peu. Okay. Mais donc c'est pas pour ça que j'ai choisi mes associés. C'est pas pour ça, ok. Écoute, déjà juste pour rebondir sur ce que disait Carole, déjà je pense qu'il y a la première start-up, parce que nous on est toutes les deux sur notre deuxième boîte et ça change, enfin il y a une vraie dimension à la première fois, y compris pour la création de sa première boîte, et en tout cas quelle que soit la route qu'a pu avoir cette première boîte, parce que pareil moi j'en ai créé une autre, la première n'ayant pas forcément eu la trajectoire que j'avais imaginée. En tout cas je garde un lien, alors avec mon associé on s'entend toujours bien. Maintenant, il vit au Canada et en fait, c'est le premier à m'encourager, c'est le premier à m'envoyer des messages. Et c'est très bizarre le lien. C'était pas mon pote en fait quand on s'est associés. Enfin, c'était vraiment un pote de soirée, donc c'était pas vraiment mon ami. On a appris évidemment à se connaître. Et ce que je veux dire, c'est juste que ce lien de créer une boîte avec quelqu'un, c'est quelque chose effectivement qui est très particulier. Et alors quand ça se termine pas trop mal, on peut aussi garder ce lien. Et moi, j'ai toujours ce lien avec lui et ça restera un lien en fait que j'aurais plus jamais avec personne parce que c'était pas ma première boîte et ça a été mon premier associé. En ce qui concerne Joli Moi, donc moi je pense que j'ai une qualité en tout cas, c'est celle de connaître mes limites et ce à quoi je suis bonne et ce sur quoi je suis moins bonne. Et Joli Moi, c'est une sorte de spin-off puisqu'en fait l'idée de Joli Moi, elle est vraiment née peut-être un peu comme toi Carole, mais en tout cas elle s'est nourrie quand même de ma première expérience entrepreneuriale et de manière assez forte. Et finalement quand j'ai décidé de lancer Joli Moi, d'abord ça venait quand même après l'abandon de cette première boîte, donc c'est quand même j'ai vraiment fait dans la continuité et dans la foulée. Alors c'est une boîte à part, mais ça reste dans la continuité de ce premier projet qui est d'Hermance. Et donc il y avait aussi cette volonté de... C'est dur l'entrepreneuriat, on ne le dit pas assez. Et moi, je savais qu'il y avait plein de choses que je ne savais pas suffisamment bien faire si je voulais que cette boîte réussisse. Et donc il y avait aussi cet apprentissage de ma première boîte, très différemment de Carole, qui était que j'avais trop voulu, même si j'étais déjà associée dans cette première boîte, j'avais trop voulu tout faire et tout porter seule en fait. Et donc là, j'ai identifié des axes... notamment la tech, le produit, le commercial, la growth et l'animation de la communauté, sur lesquels c'est un business model complexe, c'est hyper innovant, il y a plein de sujets à traiter et je savais que je ne pourrais pas les porter seule. Et puis je pense qu'il faut aussi juste qu'on se dise, c'est très particulier parce que Carole et moi, on est fondatrices de nos boîtes, mais on est aussi... CEO, on est aussi dirigeante de nos boîtes. Et je pense qu'il faut, enfin, dans tous les cas, moi j'ai toujours eu conscience que s'associer, c'était pas forcément avoir la même intensité et les mêmes responsabilités pour tous en fait. C'est pas ça. Parce que déjà, quand tu es dirigeant de ta boîte, il y a toujours un moteur quand même, il y a toujours un leader, quoi qu'on en dise, même dans les associations. Et donc moi, je savais dès le départ que j'allais être le leader de ce projet. J'avais une vision extrêmement forte. Et effectivement, en plus, je me suis pas. Donc j'avais déjà cette idée de la boîte. La boîte, je l'avais déjà constituée et j'avais déjà levé un petit peu d'argent avant de m'associer. Donc c'est ce qu'on appelle dans le langage des late founders. Pour autant, je les considère vraiment comme mes cofondatrices. Maintenant, ça va faire bientôt 6 ans qu'on est ensemble. Et si tu veux, moi, j'ai pour habitude de dire que l'idée, c'est bien, mais ce qui compte, c'est l'exécution. Et que sans elle, Joli Moi ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Cette boîte ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, quand j'ai lancé Joli Moi, ou quand j'ai fait mes premières levées de fonds pour faire une proof of concept, tout de suite, j'ai vu qu'il me manquait toutes ces compétences-là. Et je suis allée les chercher. Et c'est là où j'ai trouvé 3 femmes. Alors, j'ai pas choisi des femmes en particulier. Je suis surtout allée, et ça, c'est à chaque fois, on pourra en parler si ça intéresse les auditeurs, mais comment tu trouves aussi tes associés, c'est toujours une bonne question à se poser. Moi, ça a été toujours par réseau, par opportunité, et je suis allée chercher des compétences. Donc la tech, le produit, juste, c'est une question, je pense qu'à mon avis, que beaucoup de gens se posent. Par réseau, tu as fait comment? Moi, c'est la question, l'une des questions qu'on me pose tout le temps, c'est en fait comment tu trouves tes associés? Parce que Carole a complètement raison, tu signes quand même pour des années potentiellement. Ce qui est certain, c'est que les valeurs, c'est la base. En fait, tu sais pas... je pense que quand tu as un peu d'expérience en tant qu'entrepreneur, tu sais tu sais où tu veux aller grosso modo, mais tu sais pas exactement par quel chemin tu vas passer. Et il faut quand même avoir une équipe, ou en tout cas des co-founders qui sont quand même sur cette même mouvance et qui ont compris ça. Moi, elles ont toutes déjà créé des boîtes avant de rejoindre Joli Moi, donc elles savaient ce que c'était l'entrepreneuriat. Elles avaient déjà été associées d'ailleurs ou pas, donc elles savaient aussi ce qu'il fallait éviter et elles savaient ce qu'elles voulaient et nous on savait exactement ce qu'on voulait et donc je les ai trouvées parce que j'ai parlé autour de moi, j'ai dit
pour la petite histoire, j'étais hébergée, tu parlais de Céline Lazorde tout à l'heure, moi j'ai été hébergée à l'Oasis qui était qui est toujours le siège de Litchi Mangopé, et Laure Némé qui est la CTO, qui est plus chez eux mais qui était la CTO de l'époque. Je lui ai dit écoute Laure, moi je cherche un ou une CTO pour m'accompagner sur toute la dimension tech du projet. J'avais conscience que c'était indispensable pour réussir ce projet. Voilà. Et elle m'a dit, ah bah tiens, j'ai vu Mathilde Rigabert qui a posté sur Twitter, on parlait de Twitter tout à l'heure, qu'elle était qu'elle recherchait quelque chose. Je fais, c'est sympa de me dire ça, je pense qu'elle doit avoir Amazon et la terre entière qui la contacte pour devenir CTO. Et c'est comme ça que ça a démarré, c'est grâce à Laure qui m'a parlé de ça, et c'était complètement opportuniste. Et chaque relation comme ça avec mes associés s'est faite... Voilà, une copine, Arbia Smithy, qui est une entrepreneur de la tech aussi qu'on connaît bien, avec Carole, qui me dit, à qui je parlais d'une associée que je recherchais sur la grosse et pour m'aider sur tout le recrutement de la communauté. Et elle me dit, mais tu sais quoi, on vient de me dropper un CV, il y a une fille qui cherche, qui a créé sa boîte avant, tu devrais la rencontrer. Voilà, c'est à chaque fois. Donc en fait, la leçon, c'est il faut parler, il faut en parler un maximum. Et moi, ça s'est à chaque fois fait comme ça, un peu par bouche à oreille. Okay. Et après, une fois que tu rencontres les gens, après, il y a tout un processus qui est long, qui est d'apprendre à se connaître, qui est de valider d'abord les valeurs, la vision, et puis après les compétences. Okay. Tu vois, clairement, moi, j'avais pas du tout ce réseau-là, puisque moi, mon réseau, c'était des profs et des comédiens et des artistes. Donc, c'est sûr que j'allais pas aller chercher dans mon réseau des gens avec qui monter une boîte, déjà parce qu'ils me jugeaient tous pour le fait de vouloir changer tes fonctionnaires. Tu passes start-upper, personne réellement te dit... Mais bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais après, j'ai vécu ça toute ma vie, parce que quand j'étais comédienne, j'étais quand même prof. Donc, les autres comédiennes, j'en avais une sur deux qui trouvait ça cool, j'en avais une sur deux qui trouvait que je volais la place d'une vraie comédienne parce que limite j'avais pas besoin de ça pour gagner ma vie, quoi. Donc ça c'est comme ça, je sais pas si c'est très français ou si c'est très typique à certains métiers, mais j'aurais eu un réseau, je l'aurais peut-être fait très différent, mais le fait est que comme je n'avais pas de réseau, il fallait entre guillemets aller chercher là où il y avait, et je constate au quotidien que oui, comme quand tu fais pas d'école de commerce, quand tu viens pas du tout de ce monde-là, moi j'ai grandi en Auvergne, mes parents ils sont profs, quoi, donc j'ai personne nulle part qui pouvait au pire j'avais 2-3 copines qui avaient fait HEC avec qui je pouvais aller parler de mon projet pour avoir quelqu'un avec qui en parler, mais c'est pas des gens avec qui je travaillais, et c'est pas des gens qui allaient me dire tiens je vais te recommander quelqu'un, parce que pour eux j'étais une comédienne qui voulait monter une boîte, c'était un peu ridicule, quoi. Et d'ailleurs il faut être honnête, quand la presse dit cette ancienne comédienne ou cette ancienne Miss, c'est une manière de dire voilà, quoi, elle revient de loin, ce qui est complètement idiot, tu vois. Je peux avoir fait d'autres choses avant et sans pour autant et pour autant être quand même douée dans autre chose, tu vois. Mais en France on aime bien les cases, donc okay. tu jumps d'une case à une autre et là du coup on a parlé du réseau qui te permet de potentiellement t'ouvrir à des gens autour de toi pour t'associer ou non. On a parlé d'equity, on a parlé du rôle de CEO, ça c'est quelque chose un sujet sur lequel je vais aller après. J'avais une question à te poser, c'est est-ce que donc là on a bien compris la différence entre vos deux parcours, les raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix-là sur votre deuxième boîte. S'il n'y avait pas eu ces différentes zones d'expertise que tu voulais agréger entre guillemets, est-ce que tu penses, parce que tu l'as dit, voilà, j'étais quelqu'un qui aimait bien tout faire tout seul, etc. Ou en tout cas, je prenais peut-être un peu trop de place dans ma première boîte et j'avais envie de tout suivre. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même à côté de ça ce côté j'ai envie d'une aventure collective? Est-ce que c'était quelque chose qui était important ou pas pour toi? Parce qu'en fait, en regardant un petit peu la globalité des founders, ou même, voilà, on est tous dans des cercles d'entrepreneurs, etc., tu sens quand même que le côté solo founder impressionne vachement. Le côté je ne sais pas comment cette personne fait pour partager ses doutes, pour se sentir plus facilement libre aussi de pouvoir, je sais pas, prendre des congés, etc. Enfin, des choses assez bêtes dans le quotidien du rôle de founder. Est-ce que toi, c'est juste une question d'expertise, ou il y avait aussi ce côté, tu avais envie d'une aventure un peu collective, un peu proche, que tu peux vivre avec des salariés, mais je pense que c'est pas exactement pareil. Non, alors, Jolie Moi, tu l'as peut-être déjà compris, mais c'est vraiment, tout est basé sur le collectif, on parle de la puissance du collectif, donc c'est certain que j'avais assez envie, j'avais adoré, moi, ma relation garçon-fille de la première start-up et ce tandem. Mais c'est vrai que le tandem, pour le coup, à deux, ça peut être dur aussi, parce que t'es beaucoup l'un sur l'autre, et donc le duo, c'était pas forcément
ce que je voulais reproduire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais adoré je trouve qu'il y avait aussi beaucoup de puissance dans le fait d'être associée à un homme. Et ça, c'est pour ça que je dis que j'ai la chance d'être associée à 3 femmes, mais c'était pas par choix, c'était vraiment par des rencontres et à nouveau les bonnes compétences. Et ce qui est sûr, c'est que moi, j'aimais vraiment cette idée. Je me suis sentie assez seule à la fin de ma première boîte parce que ce que j'ai pas dit, c'est que mon associé, pour le coup, est parti pour des raisons personnelles en cours d'aventure. Donc, moi, l'aventure d'Hermance, elle a duré 5-6 ans, comme tu le disais. Il est parti au bout de 2 ans. Donc, après, j'ai fait cette aventure seule, pour le coup, où là, j'étais seule à la tête et puis j'avais plus mon associé. Donc ça m'avait pas fait peur. Donc, être à 3 ou à 4, là c'est vraiment un collectif pour le coup, parce que, et j'aimais beaucoup cette dynamique. 3, j'avais en tête qu'il y en avait toujours un au milieu et que c'était pas bon, et 4, je me disais qu'à un moment t'arrivais toujours à trouver un consensus et qu'au final, même si c'était pas forcément le tien, fallait aussi être prêt à l'entendre et à l'écouter. Et ce que j'aime en fait dans ce collectif, c'est d'abord ce que t'évoquais toi, hein, le partage des victoires et des coups durs, et c'est en tout cas la façon dont on a construit la boîte. Et après on pourra reparler aussi de quand on élargit du coup le cercle, il y a aussi un challenge à passer de cette équipe de cofondatrices à 4. Aujourd'hui, on a un COMEX à 7. Et donc, c'est aussi, faut savoir faire la place aux autres parce que c'est des dynamiques très particulières. Mais on a vraiment organisé la boîte et tout de suite, on a posé les bases de comment ça allait fonctionner en termes de gouvernance. Et même si j'ai au départ créé la boîte seule, même si je suis CEO, j'ai créé quand même quelque chose qui est très orienté autour de la décision collective et du partage et de la transparence. Et vraiment, pourquoi ? Alors peut-être qu'au fond, c'est aussi une façon de... Je pense pas que ce soit une façon de complètement te décharger parce qu'au final, et on en reparlera, mais quand tu es dirigeant de la boîte, quoi qu'il arrive, peu importe tu vois, la répartition du capital, c'est toi qui vas apporter une grosse partie quand même, in fine, des responsabilités. Et puis voilà. Donc c'était pas tant me dire que j'allais me décharger de cette charge mentale ou que j'allais plus avoir mes responsabilités, parce que ça, j'aime avoir des responsabilités et ça me plaît. C'est pour ça que je suis dirigeante. Mais pour autant, le fait d'avoir des personnes qui sont capables de te challenger, de te dire les choses, de t'apporter une perspective que t'as pas forcément si t'es solo founder, moi c'est ça qui m'a intéressée. Et c'est ça dans la dimension du collectif que j'aime. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on reproduit à puissance 10 000 aujourd'hui dans notre organisation ou dans notre communauté, où on met tout le monde en commun. On a vraiment la franchise / transparence, c'est une des valeurs de la boîte. On essaye de beaucoup partager et on se rend compte de cette puissance en fait du collectif. Mais à grandeur, vraiment à très très grande échelle. Là, on a plus de 8000 indépendants qui collaborent ensemble, qu'on fait collaborer ensemble grâce aux produits justement et à la tech. Et ça, en fait, on va tellement plus vite à plusieurs. Voilà. Donc ça, c'était ma vision en tout cas à l'époque. Okay. Et ça l'est toujours. Ok. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, moi qui suis solo founder, en fait, j'ai quand même un comité de direction et ça fait très 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 longtemps que j'ai pas pris une décision seule, sans consulter personne, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que, au contraire, je trouve que quand t'es solo founder, t'as tellement peur de prendre une décision de merde et d'être seul responsable d'avoir pris une décision de merde, que moi je suis coachée depuis la boîte à 6 ans, je suis coachée depuis 5 ans. J'ai un comité de direction, on se voit 2 fois par semaine, le lundi en one-to-one, le mercredi en équipe, et on prend des décisions ensemble. Et je n'ai jamais pris une décision si mon comité de direction était opposé. La même manière, j'ai jamais pris une décision en marketing si mon équipe était 100% opposée à la décision, parce que ton job, et notamment quand tu es solo founder, je pense que tu as une capacité d'écoute qui est obligatoirement, ou en tout cas qui devrait vraiment obligatoirement être décuplée, parce que justement tu as besoin d'un partenaire de ping-pong. Et se dire parce que tu n'as pas d'associé, tu n'as pas de partenaire de ping-pong, c'est pas vrai. Je trouve qu'au contraire, tu as un partenaire de ping-pong qui est très neutre, qui est très suisse, quoi, qui te dit les choses d'une manière très factuelle. Et en l'occurrence, que ce soit mon coach ou mon premier investisseur, François chez Elven, on a énormément de discussions à travers les années, justement parce que j'ai besoin de quelqu'un avec qui ping-ponger. Et aujourd'hui, mon CFO, mon directeur des opérations, mon directeur de la croissance, c'est des gens, on peut se poser, tu nous lâches ensemble pendant 4 heures, on peut discuter de tout. Et encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont pas associés. De toute façon, chez June, tout le monde, 100% des gens ont des BSPCE. Donc, ils ont une part du capital de la boîte. Mais c'est pas parce que tu n'es pas associé au départ que en fait, tu es un peu seul dans ta tour d'ivoire. Alors, il y en a 2-3 dans l'histoire, certains qui ont fait le buzz sur Twitter, qui aiment bien la tour d'ivoire, je prends les décisions, je gère mon monde comme ça. Ça marche pas. Ça marche pas sur le long terme. Les gens, ils ont plus envie de ça, ça les intéresse pas, et ça crée pas des trucs positifs et bienveillants. Et d'ailleurs, j'allais te poser la question, comment on challenge sa vision, son ambition, etc., en étant
seul à la barre, j'allais dire, il faut, à mon avis, forcément des moyens que tu viens de décrire pour se dire, ok, je suis pas solo. Alors, en cherchant d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai regardé des grosses boîtes, c'est-à-dire qu'en gros, tu as une stat quand même, qui est que 80% des boîtes à plus d'1 milliard, les unicorns, entre guillemets, sont des boîtes avec des co-founders. Donc ça, c'est la première stat qui, moi, m'a pas choqué. La stat qui m'a choqué, c'est que ces gens qui avaient monté des boîtes en co-founder, quand ils ont remonté une boîte, en général, ils sont partis seuls. Je pense que ça s'explique par le côté, ils se connaissent mieux, ils savent un peu mieux faire. Et ils vont chercher ce qu'on appelle des co-créators, donc c'est-à-dire des gens où en fait... Alors, il y a une notion, tu l'as dit, tu as parlé d'investisseurs, je ne sais pas encore exactement comment vous avez démarré. Il y a cette notion d'argent aussi au départ qui doit venir combler ou pas un manque de compétences. Et d'ailleurs, ces gens-là qui ont fait un exit, souvent en général hyper intéressant, je pense notamment au patron d'eBay, il est arrivé avec 1 million d'euros direct pour payer ses premiers salariés qui sont devenus ses co-créateurs. Il y a Eric Wan de Zoom, il est arrivé avec 40 ingénieurs de Webex. Donc, il y a aussi il y a le côté, je pense, l'expérience force peut-être plus les gens à devenir solo founder parce qu'ils vont garder l'equity, entre guillemets, mais ils vont, comme tu le dis, s'associer de manière un peu indirecte avec des salariés. Mais bon, c'était assez marrant. J'ai une question du chat que je n'ai pas posée depuis tout à l'heure, j'arrive pas à la poser. Donc, c'est une question de Vistracet qui dit s'associer avec des amis, qu'en pensez-vous? Ça, je pense que c'est quelque chose... voilà, on n'a pas besoin d'être entrepreneur, on a tous entendu dans nos entourages, moi j'ai des souvenirs de quand j'étais petit, putain, ils se sont associés, ou même en famille, on pourrait élargir la question. Qu'est-ce que vous en pensez, s'associer avec des amis ou de la famille? Alors, à titre personnel, je serais plutôt opposée pour une raison très simple, c'est que les gens qui vous aiment sont prêts à traverser le feu pour vous, vos amis, vos familles, votre conjoint. Et en fait, être associé, c'est pas être capable de traverser le feu de manière aveugle avec quelqu'un, c'est être capable de se dire, bah tu vois, le feu là, il va te brûler, donc non, tu vas pas le faire, puis tu vas passer par la gauche. Faut être capable d'avoir un niveau d'honnêteté, de franchise avec les gens qui parfois n'est pas compatible avec une relation amicale, familiale ou intime, parce que c'est très dur dire la vérité à quelqu'un, dire à quelqu'un ton idée elle est pourrie, ça tu l'as foiré, ça marche pas, c'est extrêmement dur. Et donc un exemple tout bête, et quand vous voulez monter une boîte, que vous veniez à 1 ou à 2 ou à 10, si vous parlez de votre boîte aux gens de votre famille, une partie des gens vont vous dire ah c'est vachement bien ton idée. Et en fait quand je rencontre des très jeunes entrepreneurs, je leur dis la vie de votre famille on s'en fout, la vie de ton compagnon on s'en fout. Tu vas te mettre dans un coin de rue et tu vas parler à 50 passants. Si tu as 50 passants qui te disent que ton idée elle est géniale, dans ce cas-là oui ton idée elle est géniale. Si tu en parles à 50 de tes proches et qui te disent tous que ton idée est géniale, ça ne vaut rien. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est un ressort humain très naturel. Tu as envie de faire plaisir aux gens que tu aimes. Et donc, se dire les choses difficiles entre gens qu'on aime, c'est hyper compliqué. Donc, à mon sens, c'est risqué. Je dis pas, ne le faites pas parce que, évidemment, il y a des gens qui le font et il y a des très, très belles histoires, il y a des très beaux succès. Pauline de Gémieux, elle a fondé sa boîte avec son mari, ça s'est très bien passé. Charlotte de Sélensis, c'est pareil. T'as des tas, Morgane de Cézanne, c'est la même chose. Donc, t'as des tas d'histoires où ça se passe bien et après faut juste être conscient de l'impact que ça a sur ton quotidien parce que déjà quand tu es entrepreneur tu ramènes tout le temps, enfin c'est pas une question d'équilibre, c'est vraiment une question d'harmonie, le travail, la vie perso, tout s'enchevêtre. Je pense que Isa et moi ça fait 6 ans qu'on n'a pas travaillé vraiment un jour, on regarde un mail, on regarde un truc, c'est très compliqué de déconnecter. Donc déjà c'est un truc que tu ramènes dans ta vie de famille, dans ta vie perso, avec ton compagnon, avec ton conjoint, avec tes gosses, donc c'est pas simple, tu vois. J'ai visité, je me souviens, il y a 5 ans, très longtemps, j'étais en week-end à Amsterdam avec ma maman, de 7h du matin à 15h de l'après-midi, alors que j'avais prévenu très longtemps à l'avance. J'ai géré 3 merdes et j'ai dû faire des réunions et je me rappelle avoir fait ma dernière réunion au Rijksmuseum pendant que ma maman regardait les tableaux et je me disais mais... Et elle me regardait avec un air un peu désespéré de dire « Ma pauvre chérie, mais c'est quoi ce métier que tu fais ?» Et je pouvais pas lui donner tort. Donc quoi qu'il arrive, même quand tu le fais pas avec tes proches, ça a un impact sur eux. J'ai dû le faire avec tes proches. C'est vraiment, il
il n'y a plus de limite, quoi. Et ça, pour moi, ça serait... ouais, je le vivrais vraiment pas bien. Ok, voilà. Tu déconseilles. Moi, je suis contre. Contre. Et toi? Oui, alors il y a plein de contre-exemples, effectivement, de boîtes qui ont réussi avec des founders qui étaient amis ou dans la famille. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, notamment au-delà de la famille, pour les couples entrepreneurs, parce que, pour rebondir sur ce que disait Carole, au-delà du quotidien qui est assez intense, c'est juste que si je me projette, et je le vois bien avec mon mari qui déjà lui a sa boîte, qui n'est pas la même boîte, et qui forcément lui aussi à la tête de sa boîte vit ce qu'on appelle les montagnes russes. Ça doit être intense chez vous. C'est intense, ouais. Et puis c'est assez rare les moments où... Voilà, souvent on se retrouve à beaucoup travailler intensément tous les deux en même temps. Mais ce que je veux dire, c'est que si je vais plus loin et que je me projette, si ta boîte va extrêmement bien, super, ça peut être vraiment euphorisant. Inversement, c'est vrai que parfois c'est bien d'avoir, quand tu rentres chez toi, et Carole, je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit, elle a complètement raison, de toute manière tu vis ta boîte au quotidien, donc elle est là tout le temps. Si en plus ton mari ou tes proches vivent exactement la même chose que toi au même moment, bah, je trouve ça hyper violent potentiellement quand ça va pas bien, parce que t'as rien qui contrebalance en fait. Moi, souvent, ce que j'ai pu constater, c'est que c'était extrêmement rare d'avoir ta boîte au top et tous tes potes et ta famille au top. Enfin, moi, je sais pas pourquoi, en tout cas, c'est peut-être perso, mais c'est difficile d'avoir tous les voyants au vert. Mais par contre, voilà, t'as des vagues, ça va. Et au final, t'arrives à trouver ton harmonie. Si tout est tout le temps dans le même mouvement, moi, c'est ça que j'admire dans les couples entrepreneurs. C'est ce qu'ils ont sans doute réussi à faire, c'est de vivre ces moments-là et d'en sortir plus grand et de s'en sortir. Mais moi, je voulais pas, en plus, vivre ça à la maison, puissance 10 000. Et si j'ai pas envie de parler de ma boîte, j'ai pas besoin de le faire à la maison. Je pense que quand tu crées ensemble, ou notamment avec ton mari, je pense beaucoup à des couples, parce que tu as beaucoup mentionné des couples, je pense que tu as beaucoup de mal, et inversement, il faut se créer des règles pour pas en parler. Mais ça, c'est trop dur. Parce que tu as déjà tout le temps envie d'en parler, donc si en plus, voilà. Mais donc, c'est pas tant que je conseille ou conseille pas, c'est qu'en tout cas, moi, je me suis jamais projetée dans ce type d'association. Et même pour aller plus loin, dans ma première boîte, j'avais fait du Friends and Family, où en fait, mon mari avait investi, j'avais des potes qui avaient investi. Et dans ma deuxième boîte, j'ai dit, mais no way. Alors, beaucoup te diront, putain, c'est sur la deuxième qu'on aurait dû investir. J'étais un peu dégoûtée, quoi. J'aurais dit, bad luck, l'apprentissage. C'est pas grave, toi, t'as pris ta paume. Ou en tout cas, voilà, ça va te prendre quelques années avant de faire ton retour sur investissement. Parce que je n'ai toujours pas vendu ma première boîte. Mais en tout cas, pour la petite histoire, pourquoi ? Parce que j'avais considéré que déjà, t'as tellement de pression en tant que créateur, entrepreneur. Tu te mets la pression à toi. Après, t'as tes salariés, t'as tes associés et tout. Franchement, pour moi, en tout cas, mettre en plus financièrement mes potes et ma famille dans la boîte, c'était trop, quoi. En fait, c'était en plus, quelque part, tu te remets une pression supplémentaire qui est de dire, en plus, faut pas que j'aille leur faire perdre les 10 000 ou 15 000 balles qu'ils ont bien voulu investir sur moi au début, tu vois. Et donc là, j'ai dit non. En fait, je voulais vraiment complètement compartimenter les deux. Et je trouve que, pour compléter ce que tu dis, au-delà de l'aspect financier, tu as aussi le risque de dire, ça va être les montagnes russes, et donc t'as pas envie de potentiellement venir éroder, de pas prendre de risque d'éroder une amitié ou une relation amoureuse. Voilà, le petit bémol que je mettrais, mais parce qu'on rentre, on était en vacances, tous ensemble, pas, Isa était pas avec nous, mais on était avec Arbia, avec d'autres potes entrepreneurs en vacances il y a pas très longtemps, et tu mets des entrepreneurs ensemble pendant 2-3 jours, en fait, déjà tu parles quand même beaucoup de boulot, et puis il y a plein de moments où tu dis, tiens, on devrait monter telle boîte, et en vrai, je pense qu'au niveau où on en est aujourd'hui peut-être dans nos vies, si on devait remonter une boîte un jour, je serais pas forcément opposée à l'idée de remonter une boîte avec des potes, mais plutôt avec des potes dans mon écosystème qu'on connaît très bien et avec qui on se dit, là on aurait un vrai partage de compétences, et parce que à les fréquenter au quotidien, tu te dis, ouais, c'est vraiment une belle personne, c'est vraiment quelqu'un de sympa, il a vraiment des compétences qui sont cool, et je serais à l'aise. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des compliments qui m'a le plus touchée, parce que je crois que j'ai 3 potes qui m'ont dit dans les dernières années et demie, j'aimerais bien monter une boîte avec toi. Alors je remonte absolument pas une boîte, c'est pas une annonce, mais je trouvais que c'était mais je trouvais que c'était un beau compliment, et en vrai, je pense que c'est peut-être la seule chose qui ferait que j'accepterais de ne pas remonter une boîte seule, c'est le fait de me dire, maintenant j'ai des amis qui sont vraiment proches, que j'apprécie à titre personnel, mais qui sont issus de cet écosystème, qui ont été aussi entrepreneurs,
et dont je connais le skill set. Et c'est des gens, tu vois, il y en a certains, quand tu as un besoin, tu vois, ils vont venir mentorer une équipe sur un sujet pendant 2-3 jours. T'as beaucoup d'échanges qui se créent finalement, parce que le métier de CEO, tu voulais en parler, mais le métier de CEO, c'est un métier qui est très solitaire, parce que tu as une équipe en dessous de toi que tu dois motiver, donner de l'énergie, etc. Tu n'as jamais le droit de te plaindre, tu vas pas aller te plaindre auprès de tes équipes. Oh bah tu comprends, c'est dur, la pression tout le temps, pas dormir, c'est compliqué. Et en même temps, la pyramide dans l'autre sens, je trouve que tu peux le faire. Ben, je trouve ça inélégant de le faire en vrai. Et t'as tes investisseurs au-dessus, si tu les appelles en disant ah bah ouais mais là tu comprends, il y a un gros problème, c'est dur, bah ça marche pas, parce que eux ils ont investi, ce que tu disais, même quand c'est tes potes ou c'est pas tes potes, ils ont investi dans toi. Donc quand tu leur parles moi généralement quand je vais voir mon board, j'ai un problème, j'ai la solution, j'arrive pas en disant oh j'ai un problème, tu comprends, c'est dur, et toi qu'est-ce que tu ferais. Donc c'est un équilibre qui est assez compliqué. Et donc c'est vrai qu'il y a une tranche d'amitié qui se crée entre CEO et entre fondateurs, qui est hyper importante, parce que c'est des métiers qui sont assez durs. Et tu retrouves ça chez tout le monde. Tu parles au patron du CAC, ils te diront bah c'est vrai que c'est pas facile, parce que à qui tu parles quand t'es patron du CAC, des difficultés et de la pression. Peut-être un patron du CAC, faut pas croire que parce que t'es un patron du CAC et que t'as plein de blé, t'as pas de problème et t'as pas des questions et t'as pas besoin d'échanger aussi avec quelqu'un. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et je donnerai cette stat parce que je l'ai lu la semaine dernière. L'année dernière, tu as 38% des dirigeants d'entreprise qui ont perdu leur emploi. 38% à cause de la crise économique. Donc c'est presque 40%, c'est un peu moins de la moitié d'une classe professionnelle qui a perdu son emploi. C'est gigantesque. Comment ils font ces gens ? Comment, quand tu as été PDG de ta boîte, ou PDG d'une boîte, mais même d'une petite PME, à qui tu vas aller raconter bah c'est triste, je suis plus patron. Enfin, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas possible quoi. Tu mets ça sur Twitter, je suis triste, je suis plus patron, être patron c'est dur. Personne ne veut entendre ça. Alors que mais il y a des jours qui sont très durs et c'est très compliqué parfois, savoir prendre des décisions difficiles, savoir faire face à des imprévus qui sont compliqués. On est dans une économie qui est quand même proche de la récession, tout n'est pas toujours simple quoi. Et c'est vrai que cette tranche-là de CEO, de cofondateur, on se voit, on se parle et on s'échange. Et c'est vrai que ça génère des amitiés de par les choses qu'on traverse. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les clubs d'entrepreneurs n'ont jamais eu autant de succès, parce que au-delà de pouvoir se confier ou pas à ses cofondateurs ou ses salariés, c'est des endroits où, entre guillemets, les gens se comprennent. C'est pas tes amis qui comprennent pas vraiment ton souci. Ouais, après, peut-être pour rebondir sur ça, c'est intéressant parce qu'il ne faut pas se dire non plus que parce que tu es associé et que tu as choisi enfin, que tu sois solo founder ou que, voilà, moi avec mes associés, c'est sain aussi à un moment. Et tu parlais des clubs de CEO entrepreneurs, mais il y a beaucoup de clubs, et ça je le constate depuis 10 ans, notre écosystème en France a énormément évolué. Et il y a de plus en plus de clubs aussi, notamment il y a France Digital, mais pas que, qui fait des groupes de CPO, de CMO, de CFO. Alors désolé, c'est en anglais, c'est beaucoup, effectivement, c'est une tendance dans la tech de parler en anglais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'exhorte aussi beaucoup, et mes associés, à de leur côté aussi avoir leur propre réseau, leur propre club, parce qu'il y a des moments où tu as envie de parler avec tes associés de certains sujets, et souvent, tu en parlais tout à l'heure Carole, à qui tu vas parler, bah, c'est vraiment sain que en tant que CEO, tu vas parler à d'autres CEO qui ont certainement à un moment dans leur carrière vécu la même chose que toi, une différence ou un questionnement par rapport à tes associés, bah, eux, ils peuvent t'aider aussi à résoudre certains points, que ce soit avec ton codir ou avec tes associés. Et c'est vrai que moi, j'exhorte beaucoup les uns et les autres, que ce soit au niveau du COMEX ou même de manière générale tous nos salariés. On les encourage énormément à aller se mettre dans des clubs, métiers, produits, pour qu'ils échangent aussi avec leurs pairs. Ça, c'est extrêmement riche et ça permet de créer de la discussion. Je pense que la clé, dans tous les cas, d'une association, pour qu'elle réussisse, et nous, ça a été un peu les bases, et je pense que peut-être sur ma première association, je ne l'appliquais pas suffisamment, mais en tout cas, c'est la discussion et le dialogue. Et ça, c'est quelque chose qu'on applique aussi avec notre communauté d'indépendants, mais en interne, c'est en fait, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'il y a quelque chose qui te froisse, même si c'est que ta perception, t'en parles, tu en discutes, tu en échanges. Alors, tu en discutes avec les personnes concernées, ou t'en parles à l'extérieur et puis tu reviens avec une solution. Mais en tout cas, tu en parles, parce que garder des frictions ou des choses qui te vont pas, ça, c'est la meilleure façon de faire exploser une relation. Et finalement, la relation d'associé, ça naît
entre guillemets, qu'une forme de relation très particulière, mais parmi toutes les relations humaines que tu vas créer au sein de ton organisation, que ce soit avec tes partenaires ou avec tes salariés. Oui, bien sûr. Et j'allais te poser la question, du coup, tu y réponds en partie, sur comment on gère les périodes de tension, du coup, ou de crispation entre associés, parce que là, pour le coup, là, moi, j'ai l'impression d'avoir l'association parfaite dans mes associés, mais ça a quand même été les montagnes russes. Il y a des moments où, et c'est là où je vous rejoins, c'est le rôle de co-founder et le rôle de CEO n'est pas évident parce qu'il y a des fois, tu vas dire des choses en tant que CEO. Moi, j'ai vachement expliqué ici en interne le commutateur de est-ce que tu es founder, est-ce que tu es CEO, est-ce que tu es Thibaut, entre guillemets, ou la personne physique. Comment toi, tu vas gérer ces périodes de tension entre cofondateurs qui sont parfois, en général, à la limite entre l'association et le rôle opérationnel? Je ne sais pas si tu vois la différence. La question, en tout cas, elle me touche tout particulièrement parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, nous, on s'est énormément structuré. On est 60 salariés aujourd'hui. On a plus que doublé la taille des effectifs et on recrute 30 personnes sur cette année. Donc, on est vraiment en train de se structurer. Et du coup, on a longtemps été toutes les 4 identifiées d'ailleurs dans la boîte par les salariés ou même en termes de gouvernance. En plus, on incarnait chacune, à part moi qui suis CEO et qui n'est pas de métier en fait, non, je rigole, mais qui n'est pas de métier technique, on va dire. J'avais ma CTO qui est... Là, on a accueilli un nouveau CPO, mais qui a été CTPO pendant longtemps. On avait donc Mathilde, Aurélia qui gère la communauté, qui est vraiment la responsable de toute la communauté, et Jennifer qui est recrutée, donc assimilée à un CMO. Et donc, en fait, on avait quand même tous ces rôles assez identifiés dans la boîte. Et donc voilà, et accueillir d'autres personnes, ça amène à se structurer. Pour résoudre les conflits, ce qui est certain, c'est que déjà, la dynamique à 4, à nouveau, elle est intéressante. Et puis, c'est au-delà du chiffre. C'est le fait que nous, on a 4 personnalités. Notre communauté nous appelle parfois le Power of 4, parce qu'on a 4 personnalités très différentes. On a vraiment chacune notre expertise. Et on a ce qui fait que moi, j'ai toujours su trouver, en tout cas, à titre personnel, une écoute à gauche, à droite, au milieu. Et même mes associés entre elles se parlent. Et c'est une dynamique, voilà, c'est un peu un billard à 4 bandes qui fonctionne vraiment bien. Mais encore une fois, qui est vraiment basée sur la discussion et sur le fait d'assumer à un moment de dire en fait quand les choses vont pas ou quand on n'est pas d'accord. Donc en tout cas, c'est comme ça. Et je suis d'accord avec toi, aujourd'hui, on est bien. Là, on accueille, tu vois, c'est une nouvelle phase de la vie de l'entreprise où on a accueilli des nouveaux membres au CODIR et avec qui on co-dirige la boîte. Et c'est un changement. Et donc ça amène de vraiment mettre ta casquette métier versus ta casquette co-founder. Et donc on est vraiment en plein dans cette réflexion de à quel moment tu parles en tant que co-founder et tu as une légitimité parce que tu as créé la boîte, parce que tu incarnes les valeurs, parce que tu incarnes la culture, même si on l'incarne pas le seul. Et à quel moment, là, en fait, c'est toi qui as le dernier mot parce que tu es CMO, parce que tu es CFO ou parce que tu es CTO, et qu'à un moment, c'est ton expertise. Et moi, mon rôle en tant que dirigeant et CEO, pour le coup, ça va être de mettre la confiance dans les personnes par rapport à leur expertise et de dire, OK, là, c'est toi qui tranches en tant que CTO parce que toi, c'est ton expertise. Maintenant, voilà, il faut arriver à... Et c'est vrai, c'est pas évident, et surtout quand on est dans cette phase de construction, mais si tu en es conscient, déjà, ça aide beaucoup, et d'expliquer ça aux salariés. Et encore une fois, c'est beaucoup dans la discussion et le dialogue que ça se fait. Okay. Mais tu as la même chose même quand tu n'es pas associé. Hein. Enfin, en vrai, à partir du moment où tu as des gens qui sont compétents en face de toi, moi je dis beaucoup aux gens, faites confiance à vos compétences, c'est un truc que je répète beaucoup, mais s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont meilleurs en expertise que moi. Et ce que Isa dit, c'est vrai, CEO c'est un métier, mais en fait on est expert en rien, mais juste on est bon en tout. Donc ce qui fait qu'on a besoin d'avoir des experts vraiment très très bons en dessous de nous, et nous on doit avoir un niveau de compétence qui est suffisamment moyen pour réussir à touchpointer avec eux, à ping-ponger avec eux. Et en vrai, pour moi en tout cas, qu'ils soient associés ou pas associés, je les considère pareil. Il n'y a aucun moment où tu vois, tu vas dire on fait comme ça parce que j'ai décidé, vous êtes tous contre, je m'en fous. Mais à l'inverse, est-ce que tes salariés, alors c'est une question plus large, hein, c'est pas que pour toi, ils te voient du coup comme la founder ou la CEO, ou justement il y a une alternance? Parce que toi, effectivement, au quotidien, ton rôle de founder ou de CEO, voilà, tu as besoin des gens pour que la boîte avance. Est-ce qu'eux, ils vont se dire, OK, elle représente et à la fois la personne qui va driver l'entreprise opérationnellement, qui va nous aider, qui s'est entourée des bonnes personnes,
et en même temps le côté un peu la visionnaire qui a créé la boîte, qui a donné l'âme et l'identité. Et en plus, tu l'as bien fait pour June. Ouais, je pense que les gens me voient vraiment comme les deux à chaque fois. Fondatrice, CEO, pour eux, c'est vraiment c'est la même casquette. Je pense qu'ils savent faire la différence entre la fondatrice CEO et la Carole personne humaine, puisque finalement, on fait beaucoup de choses ensemble. Et je sais être très CEO dans ma journée, dans mon quotidien, animer des réunions, etc. Et puis à côté, il y a le côté, je suis très transparente comme nana, j'ai pas beaucoup de filtres, je suis très nature, donc ils arrivent à faire vraiment la différence entre là on est avec Carole, la personne humaine, et là on est avec notre CEO, puis on est là pour taffer, donc je suis pas inquiète plus que ça. Et ce qui m'amène, enfin tu vois, sur le sujet de la résolution des conflits, il n'y a pas beaucoup de conflits dans lesquels on est sorti autrement que ça, quoi. Moi j'ai aucun problème à aller dire à quelqu'un je t'adore mais cette attitude elle est pas possible, je t'adore mais ce travail là il est pas à la hauteur de ce qu'on attend, et les gens historiquement, alors il n'y a pas 100%, t'as toujours des ratés, mais les gens le prennent bien parce que c'est fait avec le bon set de valeurs, avec le bon mindset. Et encore une fois, c'est aussi quelque chose qui pour moi est plus facile à faire, parce que si je devais dire à ma mère ou si je devais dire à ma sœur alors je t'adore mais par contre là ce que tu viens de faire ça marche pas, mais incapable de faire ça. Je pense que ce que tu as dit c'est important, c'est en tout cas par rapport à en général dans l'entreprise, et c'est quelque chose que tu cites d'ailleurs dans Boss Mama, puisque oui, j'ai lu le livre. Ah, tu l'as lu ? Qui est génial. Ah, trop bien. Mais on va pas en parler trop. Alors, si, ce que je voulais dire, parce que et ça, c'est un truc que je retrouve aussi chez Julie et moi, et je pense que c'est sans doute aussi ce qui anime beaucoup des entrepreneurs qui nous écoutent, ou futurs entrepreneurs, on parle beaucoup de valeurs. Et en fait, c'est pas juste un mot, c'est-à-dire que tu disais, et c'est ce qu'on fait aussi chez Julie et moi, je recrute les gens dans ma boîte, c'est ce que tu dis dans le livre, entre autres, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais entre autres, finalement, on va recruter des gens sur un socle de compétences, des hard skills et aussi des valeurs. Et moi, j'irai encore plus loin. Chez Julie, moi, c'est les compétences, les valeurs et le mindset. Et quand tu parles du mindset, c'est à partir du moment où tu es assez aligné, quel que soit le profil, que tu sois diplômé, pas diplômé, que si le mindset, c'est par exemple l'humilité, le test and learn, qui est quelque chose hyper fort dans nos boîtes très produits, très tech. En fait, si tu as les personnes qui ont le bon mindset et les bonnes valeurs, tu peux tout faire, en fait. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas un problème que tu peux pas résoudre à partir du moment où tu as cranté à un moment dans l'organisation ce socle-là. Et après, parce qu'encore une fois, que ce soit avec tes associés, ton codir ou tes salariés, tu as une vision, tu sais globalement ce que tu veux faire sur le marché, mais tu sais, franchement, qui est, vu tout ce qui se passe, qui est là pour dire qui sait précisément ce qui va se passer et dans les 3 prochaines années, jour après jour, mois après mois. Personne, en fait. Et donc, ce qui est important, c'est par contre, tu as le bon mindset, tu as les bonnes valeurs. Moi, je suis convaincue que tu peux emmener les gens n'importe où, à condition d'avoir ça. Et ça, c'est important parce que c'est aussi ce qui fait la base de la résolution des conflits, quoi. Enfin, tu vois. J'ai un pote qui dit, tu choisis pas une équipe avec laquelle tu gagnes, tu choisis l'équipe avec laquelle tu as envie d'être dans la merde. Et en fait, c'est vrai. Si tu choisis l'équipe avec laquelle tu vas gagner, c'est trop facile. Le problème, c'est que faut choisir les gens avec qui tu seras OK et tu auras envie d'être dans la merde, parce que tu te dis, quand on sera bien dans la merde, c'est avec ces gens-là que j'ai envie d'être là. Et donc, en vrai, je trouve que c'est intéressant de voir l'équipe un petit peu comme ça. C'était hyper intéressant, c'est passé hyper vite. Je te laisse quand même l'occasion en 30 secondes, parce que pour ceux qui veulent te découvrir un peu plus, tu viens de sortir un livre, Boss Mama en plus, tu vois. Qu'est-ce que tu racontes dans ce livre ? En 30 secondes, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Qu'est-ce que je raconte dans ce livre ? Je raconte l'aventure June, comment tu deviens prof, comédienne, entrepreneur plusieurs fois. J'essaye de donner pas mal de conseils, justement beaucoup de clés à travers les différents exemples tirés de mon parcours. Donc c'est pas un livre de self-help, vous allez retrouver une to-do list, fais ci, fais ci, fais ça, parce que j'étais assez mal à l'aise à l'idée de donner des choses à faire aux gens. Mais le but c'était de pouvoir essayer de mettre un petit peu en perspective mon expérience et de parler de plein de choses. Comment tu crées, comment tu manages, comment tu lèves de l'argent, comment tu communiques, comment tu t'entoures, parler de toutes les choses qui vont mal se passer aussi. Voilà, c'est un retour d'expérience, c'est un bilan des 6 dernières années. Et putain, ça me touche trop que tu l'aies lu, je te l'ai offert il y a 5 jours, quoi. Donc, tu l'as lu en week-end. Il y a eu un long week-end.
Trop cool. Bah, bravo en tout cas pour la sortie de ton livre. Je remercie nos auditeurs du coup pour leur fidélité. On va finir un petit peu en retard du coup cette émission. Là, on se revoit dans... Alors j'ai plus la date en tête, c'est pas grave, mais on se revoit je crois dans 2 semaines avec Christophe de Kervelis qui est le fondateur de Cabza, un des gros fonds d'investissement français. Ce sera hyper intéressant de recueillir du coup son témoignage sur la situation actuelle où on se rend compte qu'aujourd'hui lever de l'argent coûte de plus en plus cher et avoir l'œil de quelqu'un qui est dans ce milieu-là de manière avisée, ça va être hyper intéressant. Et puis je vous remercie toutes les deux d'avoir joué le jeu de venir dans ce canapé. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était pas ton premier Twitch, en général c'est le premier Twitch de beaucoup de personnes. C'était le mien. Ok, voilà. Et puis merci beaucoup, à très vite et à bientôt. Ciao.